Merci de votre présence pour ce moment un peu court que nous allons passer avec trois auteurs, Rachid El-Daïf, Naël El-Touki et Sabil Boussoub, pour un montage autour de l'humour, mais pas que. Parfois, c'est un humour très très distancié. Et on va aller tout de suite dans les textes, c'est ça qui nous intéresse le plus. Et je vais me tourner vers vous, Monsieur El-Daïf, à propos de ce roman, La Minette de Sikirida, pour lequel j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais je ne vais pas toutes les poser. Je vais simplement vous proposer de rentrer dans cette histoire sur la façon dont elle est construite, c'est-à-dire qu'on commence par une première histoire, par un premier personnage. Ensuite, on va glisser sur un deuxième personnage féminin. Ensuite, je fais très court, on va être avec le fils du premier personnage féminin, etc. Et on a un glissement. Et à un moment donné, le lecteur que je suis se demande où est cette Minette. Je l'ai trouvée, hein, rassurez-vous. Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette Minette? Qu'est-ce que raconte cette histoire d'entrée, de sortie, de... Voilà. Le chat. Bah, bien sûr, le chat. Le chat... Bon, il y a deux choses en fait. Il y a deux niveaux. D'abord, quand on écrit, les choses viennent comme ça. On fait pas l'analyse. On se dit pas, il faut que je mette un chat parce que les choses viennent comme ça. Mais au niveau de l'analyse, ce chat, c'est un peu le symbole du lien entre les deux, entre la bonne et entre la dame et sa bonne. Elle a complètement refusé d'abord d'avoir un chat chez elle, et puis peu à peu, elle a accepté. Et elle s'est mise à s'occuper d'elle. Et quand il y avait des bombardements, elle le prenait, elle s'occupait d'elle au moment où il y avait vraiment il faut qu'elle s'occupe d'elle-même. Donc c'est un peu le symbole de leur lien, c'est l'animal qui a fait le lien entre les deux. Ce lien, il a comment dire, scellé un peu leur relation. Alors revenons un peu sur ces deux personnages. Qui est Sikirida? D'où vient-elle? Et chez qui elle travaille? Qui est ce personnage très très étrange de son employeur? C'est une Éthiopienne chrétienne avec sa croix là en tatou sur son front, et elle travaille chez une musulmane chiite très conservatrice. Et elle se lie d'un lien très, très fort toutes les deux. Et cette bonne, elle fait l'amour à tort et à travers. Elle fait pas attention. Elle n'est pas consciente du milieu dans lequel elle vit. Et puis, à un moment donné, elle est enceinte. Et elle ne sait pas de qui. Et tout le monde, quand on a réalisé qu'elle était enceinte, tout le monde dit à la dame, à Adiba, qu'il fallait absolument la chasser. Il faut qu'elle rentre chez elle. Le premier avion vers l'Éthiopie, il faut qu'elle parte immédiatement à l'aéroport, etc. Et elle, Adiba, elle a décidé de la garder, mais elle ne l'a dit à personne. Mais au fond d'elle-même, elle l'aime. Il y a une relation d'amour humain, d'amour entre les deux. Et l'essentiel, c'est qu'elle s'est servie de la religion. Cette Adiba, croyante, conservatrice, elle s'est servie de toutes les ruses que permet la religion pour que cette femme soit toujours chez elle, pour la garder chez elle. C'est un peu, si vous voulez, l'opposé de la religion comme moyen de politique. C'est à l'opposé de la religion des partis politiques, la religion militante, la religion comme instrument de guerre. Elle est vraiment à l'opposé.
elle s'est servie, elle a essayé d'utiliser toutes les ruses que la religion, que l'islam permettent, et l'islam permet beaucoup de choses, pour garder donc cette dame chez elle. Et elle l'a gardée, c'est-à-dire elle a fait prévaloir ses sentiments humains contre les règles rigides de la religion. Alors c'est très étrange, parce que c'est un personnage très très bigot, ce personnage très bigot, très respectueuse des formes, et en même temps c'est pas un personnage antipathique. Je dis ça parce que en général sur le plan littéraire, le personnage du bigot ou de la bigote est un personnage antipathique, et là pas du tout, c'est un personnage extraordinairement positif. Et une des ruses qu'elle emploie, qui va jouer un rôle dans la narration, mais je ne vais pas raconter la fin, rassurez-vous, il faut lire le roman, c'est une histoire de mariage avec un chauffeur de taxi pour Sikirida. Il y a chez les chiites ce qu'on appelle le mariage provisoire. C'est un mariage légal, c'est un mariage permis, au moins théoriquement. Donc cette dame, elle a trouvé ce moyen. Elle a marié sa bonne, qui est enceinte, à un chauffeur de taxi. Elle l'a payé à l'époque 5000 livres, elle l'a payé pour qu'il accepte de se marier, et en 5 minutes, ils sont divorcés. Donc il n'a pas vu son épouse. Il n'a pas vu la bonne, l'Éthiopienne. Mais maintenant, le fils de l'Éthiopien est légal. Il aura une carte d'identité, il aura une identité légale, etc. Donc il peut aller à l'école, etc. Et en même temps, elle peut l'élever, elle peut le garder chez elle. Parce que tout ce qu'elle a fait est légal. C'est rare de faire ça, mais elle l'a fait. Alors il y a deux choses qui me frappent en essayant là aussi de ne pas raconter toute l'histoire, qu'il y a une courbe très particulière, c'est que c'est un roman qui fait la part très juste et très belle à tous les personnages féminins, pratiquement tous. Il n'y a pas de personnage féminin négatif. On voit des personnages féminins qui se battent, notamment le dernier personnage qui est quand même dans une position physique difficile. Et en même temps, derrière, tout le temps, du début à la fin du roman, quasiment, il y a le fracas de la guerre qui retentit à un certain moment. Ça apparaît comme ça, incidemment, par une histoire de bombe avec la chatte. Et là, on se rend compte qu'effectivement, le récit est daté. Mais c'est pas indiqué comme ça dès le début. Qu'est-ce qui motive, la question serait stupide, mais comment est-ce que vous arrivez à articuler tous ces éléments-là par rapport à un projet? Vous avez dit tout à l'heure que quand on commence à écrire, on n'analyse pas. Il n'empêche que ça ne veut pas dire que le roman n'a pas une construction très rigoureuse, une composition très rigoureuse. Oui, ça devient spontané. Quand on a l'habitude d'écrire un roman, ça devient spontané de construire un roman de pourquoi vous rire? C'est ce que disent les auteurs. Oui, c'est comme ça, c'est normal. Non, mais il y a un vrai travail derrière, et on essaye de rentrer un peu dans l'atelier. Je sais que je brusque les choses, mais effectivement, dans la construction, dans ce frottement entre quelque chose qui a l'air totalement improvisé, c'est vrai, mais en même temps, avec une construction extraordinairement rigoureuse, avec des effets. Je ne vais pas me lancer dans une analyse, dans un commentaire fin, mais on voit bien qu'il y a certaines histoires sont racontées 2 fois avec une transformation. C'est pas les mêmes personnages. Oui, mais on a le sens du rythme. On sent que maintenant, il faut s'arrêter, il faut parler d'autre chose. Ça se sent. Ça se travaille pas, ça se travaille, bien sûr, ça se travaille, mais ça se sent aussi. Je veux dire, maintenant, il faut passer à un autre paragraphe, il faut passer à un autre personnage, il faut passer à... on a trop parlé de ça, là, ça a changé, ça a cassé le rythme, ça se sent. Dans ce sens, ça se calcule. C'est spontané parce que c'est à l'origine tellement travaillé. Après, ça devient
Ça devient une habitude, ça devient, je dirais même, automatique. Ça vous plaît pas? Ah, non, je sais, comment vous dire, cher Rachid, j'ai fait des centaines d'entretiens avec des auteurs, ok, et des auteurs très très divers, dans différentes conditions, dans différents lieux, différents types de littérature, et j'aime beaucoup quand on me donne cette réponse, ça arrive comme ça, oui, ça arrive comme ça, mais nous on lit les romans et on est fasciné, on est dans cette situation-là, de la fascination, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de difficultés à avoir un discours à peu près intelligent. C'est ça qui est intéressant, qui est le fait que le roman, il est toujours en avance sur ce qu'on voudrait en dire. C'est ça qui est important. Et ça, me dire que c'est une opération magique, il y a une boîte noire, je veux bien. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas m'amuser à dire... Non, mais pas du tout. Non, mais vous avez raison sur le principe. Votre question est très fondée, bien sûr. Mais je veux dire, j'ai beaucoup écrit de romans. Après, ça devient, on sent la chose. Mais bien sûr, c'est au fur et à mesure qu'on acquiert cette, je ne sais pas comment on appelle, ce savoir-faire, on l'acquiert. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Mais pour vous dire, au début, quand je lisais un roman, jusqu'à maintenant, quand je lis un roman, je ne lis jamais un roman pour le terminer. Je lis toujours un roman pour deviner son secret. Comment il est écrit? Pourquoi il est écrit comme ça? Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi il s'est arrêté là? Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Etc. Donc j'apprends toujours, tout le temps, je suis en train d'apprendre. Tout le temps, je veux comprendre comment il construit son roman. Pourquoi il le construit comme ça? Qu'est-ce qu'il veut découvrir? Pourquoi il a ce style? Etc. etc. Donc je suis en perpétuel apprentissage. Et en même temps, j'enseigne l'écriture à l'université américaine à Beyrouth. J'enseigne j'ai 3 cours par semaine. Donc c'est pour cela que j'ai répondu, ça devient vraiment spontané. Oui, tout à fait. Justement, alors dernier point, on l'a abordé un peu avant, qui est le rapport au titre du roman, La Minette de Sikirilia. Donc on a vu déjà, on a traité de la question de l'animal, mais le personnage lui-même, peu à peu, à un moment donné, va disparaître de la narration. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître. La bonne, oui. Sikirilia, oui, elle disparaît, on n'en parle plus. Oui. On est passé à son fils, à la compagne de son fils, etc. Mais elle disparaît. C'est une très bonne question. C'est étonnant, en fait, ça m'étonne ce phénomène, parce que jamais en arabe on m'a posé cette question. En France, beaucoup de gens m'ont posé cette question. Alors je me suis demandé pourquoi. Je pense parce que c'est une question de culture. Les droits de l'homme ici, c'est peut-être beaucoup plus, ont beaucoup d'impact en France, beaucoup plus que chez nous. Chez nous, ça va sans dire que cette bonne n'a pas de rôle. D'ailleurs, dans la législation et puis dans la pratique, c'est pas un citoyen, c'est un être humain de 2e ou 3e degré. En plus, ils sont noirs. Donc, c'est ça. Naturellement, elle n'a pas de rôle. J'étais très conscient de ça, mais ici, c'est pas non. Ici, on exige. Où elle est? On en est né avec elle. Où est-ce qu'elle est maintenant? Elle est nulle part. Elle est serveuse. Elle va, elle s'arrange. De toute façon, elle a tout légué à sa maîtresse. Elle a tout légué à sa maîtresse.
C'est elle qui a décidé, c'est sa maîtresse qui a décidé de la garder, qu'elle garde l'enfant. Si la maîtresse avait décidé d'accoucher, elle aurait accouché. Si elle avait décidé de l'envoyer chez elle, elle aurait été, etc. Elle a tout légué à sa... Enfin, voilà. Merci, merci beaucoup. Je crois qu'il faut... Alors, on a abordé une toute petite partie de cette œuvre absolument extraordinaire, parce que justement, avec une construction tout à fait impeccable, en ce qui concerne ma lecture, mais il y a beaucoup d'autres aspects, et un aspect sur lequel il faudrait s'étendre à un autre moment, qui est précisément la place qu'occupe la guerre, et la guerre de Beyrouth, dans le roman, puisque ça joue un rôle très très important dans la narration qu'on n'a absolument pas évoqué ici. En tout cas, je vous remercie, Rachid El-Daïf. Je me tourne vers vous, Naël El-Touki, qui arrivait avec cet énorme roman, Les femmes de Karantina. Il faut attendre quelques pages pour comprendre de quoi il s'agit. Il faut attendre quelques pages pour comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que Karantina? Ça n'arrive pas au début de l'histoire. Et c'est voilà, là aussi, il y a une construction particulière. Oui. Non, je dis que le titre aussi, là, c'est une entrée, et une entrée importante dans le texte, parce que précisément, Karantina, c'est pas le début du roman. Il faut attendre une assez longue partie pour rentrer dans ce quartier. Et vous posez les choses comme une sorte d'arrachement. Hein, les personnages ont plusieurs arrachements. Il y a un arrachement depuis la Haute-Égypte pour le garçon, il y a un arrachement depuis Abu Dhabi pour la jeune femme, et puis tous les deux vont quitter le Caire et vont aller à Alexandrie. Mais c'est un couple qui est un peu infernal quand même. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces deux personnages quand même très très étranges et un peu, pas Bonnie and Clyde, mais sont des cousins, quoi. Hello. Thank you. It's a very interesting question about. I think the plot in the novel is not that much important. I think while I began to write, I thought about a very, very simple plot. It's about the couple who just immigrated to somewhere because they committed a crime by mistake, something like, and then everything comes. I think the main thing, as you referred, is that the strangeness of this couple. And in the beginning, I thought about some weird characters, and this was everything. Some weird characters, and then the plot will come. I didn't worry about it. The weird characters in my mind in the beginning were about some craziness. They're half crazy, half believers. They're they believe in God in a very, very violent way, and they're extremely funny. This is what I thought about. What would my novel be in the very beginning? Votre question est très importante. En fait, pour moi, l'intrigue n'a pas beaucoup d'importance. Quand j'écris, je pense à une intrigue plutôt simple. Et l'idée que je voulais, c'était un couple qui a immigré parce qu'il a commis un crime par erreur. Mais à mes yeux, la chose la plus importante, c'est en fait de créer un couple étrange. Je voulais des personnages un peu bizarres,
Et puis l'intrigue allait venir après. Le plus important pour moi était de trouver ces personnages étranges, moitié fous, en même temps très croyants, de façon très violente et très drôle. Ça, c'était l'idée de départ du roman. Yeah, just to add something small, I'm sorry. I don't appreciate very much the plot. I don't spend a lot of hours to what would the plot be and so on, because I think reality has no plot. There is no, and when we try to write about reality or when we try to analyze reality, we'll find a lot of nonsense in it. So that's my setup. Everything could happen because in reality, everything could happen. Yeah, that's it. Oui, oui, bien sûr, on vous croit. Oh, pardon. Je m'en fous un peu de l'intrigue, je ne passe pas beaucoup de temps, parce qu'en fait, dans la vie, il n'y a pas d'intrigue unique, où il y a une multiplicité d'intrigues. Quand on regarde la réalité, il arrive plein de choses qui ne sont pas rationnelles. Voilà. Mais effectivement, on comprend bien. Mais c'est quand même effectivement un couple quand même très très étrange. Ils finissent, enfin pour camper un peu la situation, par créer un institut. Enfin, la jeune femme crée un institut d'enseignement de l'anglais et de l'utilisation du matériel informatique. En même temps, c'est un café et en même temps, c'est un bordel équipé d'une salle de prière. Et le monsieur est le capo, si je dis tutti capi, d'Alexandrie. Donc on est vraiment, effectivement, dans un univers particulier. Et ils deviennent quasiment des héros politiques. Et c'est là où tout d'un coup ça bascule quand même pour le lecteur. Okay, while I began to think about my novel, I thought about political Islam in Egypt. Political Islam, I think most of a lot of writers in Egypt fails to analyze what is political Islam. I think this is something very ordinary and something which is very integrated with every aspect of life. So it could be integrated with crime, and it could be, when somebody defines himself as Islamist, he could be a criminal, and he could be a very kind guy, and he could be a helpless guy, and he could be somebody. I feel pity for him because he has no any other thing to do but just to claim that he is more Islamist than his friends or his. So this was the seed of the Karantina Center. It is about crimes, about prostitution, and about believing in God, and about justifying everything according to this believing in God. According to how could Islamist see himself? How could he build his personality, build his image? Yeah, something like this. This is the seed of the Karantina thing in the novel, I think. Quand j'ai pensé à mon roman, j'ai pensé d'abord à l'islam politique. Beaucoup d'écrivains égyptiens ne réussissent pas vraiment à l'analyser. L'islamisme est vraiment très intégré à la vie en Égypte, dans tous les aspects de la société. Ça peut prendre plusieurs formes. Le crime, par exemple, ou n'importe quoi. Quand on définit un islamiste,
quand on pense, ou quand je pense à un islamiste, ça peut être un criminel, mais ça peut être quelqu'un qui suscite la pitié, qui n'a rien à faire d'autre que de clamer qu'il est encore plus islamiste que son voisin. Et je pense que ça, c'est ce qui définit Quarantina. La religion et le fait de tout justifier, de justifier tous ces actes par rapport à l'islam. Voilà, je crois que c'est ça le centre, c'est comment un islamiste peut construire ou définir son identité. Je vous remercie. Il y a quand même des moments, enfin pas quand même, mais il y a des morceaux de bravoure dans ce contexte-là. Je dois dire que le moment où l'héroïne Inji se roule un joint et fume avec la Haja, qui a fait plusieurs fois le pèlerinage, pour mettre en place le circuit économique qui va apporter la prospérité au couple, c'est quand même un moment, je ne sais pas s'il est réjouissant, mais en tout cas à hurler de rire quand même. À hurler de rire, seul dans son bureau. Yeah, I think it's funny, but it's realistic also. Yani, I mean, when you see the reality, yani, all the time the Islamists are defined or associated with terrorism, and in part it's true, but it doesn't explain why it was so common in the Egyptian society, because the big masses of Islamists, they're thugs, and they're human people. I mean, they smoke hash, they steal, they masturbate, they do everything like anybody else, but they just have this thing about superiority. I'm superior than you because I fear God more than you, or something like this. I apply Islam rules more than you, and such on. So it's very ordinary to see this association between Islam and hash. For example, fortunately, in Quran, there is nothing against hash. It's against alcohol, not against hash. So Islamists, you rarely, I think you wouldn't find any Islamist who drink alcohol, but about hash, it's very, very common because it's something about the society culture. You couldn't, you have nothing against it. Of course, they're the most fanatic who say it's haram and so on. But for the common, for the people, for the masses, it's nothing. It's something about our society, about how to be more happy, something like this. I'm sorry. It's okay. Oui, c'est drôle, mais c'est réaliste en même temps. Les islamistes sont toujours, tout le temps associés au terrorisme. Mais en fait, c'est cette mais ça n'explique pas pourquoi c'est si répandu dans notre société. En fait, la plupart ce sont des islamistes, mais ce sont aussi des humains, c'est-à-dire ils consomment du hash, ils volent, ils se masturbent, comme tout le monde. J'arrive pas à me relire.
Mais ils ont ce truc un peu particulier où ils se sentent supérieurs car effectivement ils clament suivre les règles de Dieu. C'est très les règles de la religion. En fait, c'est très commun d'associer l'islam et le hashish dans notre société. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec la culture. Mais heureusement, d'ailleurs, dans le Coran, il n'y a rien contre le hashish. Vous ne trouverez rien contre le hashish. Il y a des choses contre l'alcool. Par exemple, un islamiste ne boira jamais de l'alcool. Par contre, il peut fumer tout à fait du hash. Alors, bien sûr, il y en a qui vont dire non, mais c'est mal. Mais c'est vraiment très répandu dans notre culture, c'est ancré dans notre société. Et pour les masses, finalement, c'est juste quelque chose de social, c'est pour nous aider à être un peu plus heureux. Merci beaucoup Naël El-Touki. Merci à vous pour cette traduction en direct. Juste un dernier mot, et on ne va pas relancer faute de temps. Il ne faudrait pas non plus que le public se perde dans notre présentation qui a été effectivement rapide au regard de la taille du roman. On est quand même effectivement dans du tragique. Il y a de la vendetta, il y a des meurtres, on élimine les policiers un peu rapidement quand ils gênent le désordre qu'on veut créer. Enfin, c'est pas non plus des personnages vraiment recommandables. Et puis, dernier point dont on n'a pas parlé, on s'étend sur une période de temps qui va jusqu'en 2064. Donc, on a un roman qui est un roman, d'une certaine façon, d'anticipation de l'avenir politique de l'Égypte. Je me tourne vers vous, Sabil Goussoub, avec ce texte très, très étrange, Le nez juif. Alors, on se dit, c'est pas possible, on va encore se taper des histoires invraisemblables, et ça commence très, très fort. Très, très fort. Ma mère me répétait souvent, t'es moche, j'espère que tu te referas le nez quand tu grandiras. Et en plus, tu ressembles à un juif. Je ne disais rien, baissais la tête et m'enfermais à double tour dans la salle de bain. Ok, donc là, il y a effectivement un personnage qui est dans une situation de souffrance absolue. Et donc, à partir de là, ça va déclencher chez lui un comportement inhabituel ou inattendu, sauf que de sa part, ça va être le début d'une circulation dans le monde absolument extraordinaire. Le personnage se met à voyager, se met à vivre à toute vitesse, comme si finalement il ne fallait pas que cette malédiction, d'une certaine façon, le rattrape systématiquement. Effectivement, je crois qu'alors le personnage au début, quand il se fait insulter par sa mère, on va dire, il se rend pas compte encore de la chance qu'il a eue de se faire insulter par sa mère. Car en fait, ce mal-être, souffrance absolue, c'est peut-être un peu trop, je dirais plutôt mal-être, mais va lui permettre en fait de traverser des frontières qu'il n'aurait jamais traversées si cette question ne lui serait pas posée quand il était petit. C'est-à-dire, au-delà de sa mère, quand on commence le roman, on se rend compte que même dans la rue, même avec ses amis, finalement, on prend pour ce juif, cet Israélien qu'il n'est pas, vu qu'il est de l'autre côté. C'est un enfant né d'une famille libanaise. Et effectivement, tout le long de roman, c'est comme un fil conducteur, ce titre. Ça va le suivre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière page, où en fait, grâce à ce nez un peu trop volumineux, un peu trop juif aux yeux des autres, il va se découvrir une identité passe-partout. Oui, mais bien sûr. Mais il va y avoir effectivement un voyage. Mais il est quand même doté d'une famille un peu space. Je donne un exemple, je vais tout à la fin du roman. Parmi les péripéties, il est à la frontière israélienne, dans le sud, et il tombe sur le mur. Premier choc, un mur, le même que celui de Palestine. Il demande conseil à sa mère parce qu'il veut aller à Tel Aviv. Et sa mère lui exige qu'il rentre à Paris. Et en fait, il appelle son père, et son père lui demande « T'es où ?»« À la frontière israélienne, papa. »« C'est bien, traverse la frontière et jette une pierre sur le Hezbollah, je t'embrasse. » Et là, on se dit, c'est quand même
invraisemblable, cette histoire. Cette dose d'humour, pas seulement du personnage, mais de la part de la part familiale et du père. Donc on est dans quelque chose qui est dans un univers dans lequel j'ose pas dire la critique, mais le pamphlet est absolument radical. Il y a des discours blasphématoires, tout à votre honneur, mais particulièrement intenses. Alors, parmi toutes les aventures, évidemment toutes les aventures féminines, les nuits dans les boîtes de nuit, etc., il y a un aspect assez touchant qui est cette recherche de la présence juive au Liban. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette histoire, sur la recherche de la synagogue, les différentes synagogues que le personnage va retrouver, va explorer, va voir dans quel état elles sont? Parce que c'est une histoire qui est assez méconnue quand même. En fait, donc le personnage, pour l'humour, pour le père, je pense que en fait, le personnage se retrouve au milieu de cette région, et son père est l'incarnation d'une partie de cette région, je reprends juste sur ça. Mais je crois que l'humour est dû à ça. Je me pose souvent la question, comment on peut parler de la région, comment on peut parler de tout cet environnement. Et en fait, en lisant l'actualité par elle-même, en écoutant les gens parler autour de soi, je trouve que l'humour se crée par lui-même. C'est-à-dire, dès qu'on prend un peu de recul, c'est fou ce que c'est absurde, et ça en devient forcément drôle, et donc tragique. Et voilà, ça c'est pour rebondir sur ça. Sur la présence juive, alors ça c'est quelque chose, je vais plutôt raconter mon expérience personnelle, parce que j'étais au Liban, je travaillais au Liban, et au moment d'écrire ce livre, j'avais écrit les deux premières parties du livre, donc l'histoire de ce jeune homme qui se balade, qui est né à Paris, qui va au Liban, qui part à Istanbul, à New York, etc. Et en fait, j'arrivais plus à trouver de porte de sortie. Un éditeur m'a dit il faut que tu cherches. Il y a quelque chose que tu veux pas dire dans cette histoire. Je sens qu'il manque une partie. Et donc, je me suis retrouvé au Liban avec ce titre devant moi, devant un fichier Word, et je me dis mais les Juifs du Liban, en fait. Alors, je connaissais un écrivain qui s'appelle Selim Nassib. Je savais qu'il était d'origine juive libanaise. Puis j'en savais pas beaucoup plus sur cette communauté, donc je vais commencer à forcément chercher sur Google. Et je tombe sur une synagogue à Beyrouth, très belle couleur. Je me suis dit, ça doit être très beau, j'aimerais bien aller voir. Puis je m'engage dans ce petit chemin, donc j'essaie d'aller à cette synagogue de Beyrouth, impossible d'y accéder. Alors je me suis dit, est-ce que j'utilise les pistons ou pas? Je me suis dit, non, on va pas utiliser aucun piston, je vais voir comme si j'étais une personne lambda, peut-être juive, à me dire, je vais aller voir c'est quoi mon histoire au Liban. Donc je me suis rendu compte que la synagogue de Beyrouth, on pouvait pas y avoir accès, sauf si on commençait à appeler des gens, parce que le quartier est fermé. Parce que Khalil, normalement le fils, voilà, a fermé le quartier parce qu'il a construit sa maison là-bas. Il y a d'autres familles aussi là-bas, mais donc on peut plus pénétrer dans le Wadi Abou Jmil, voilà comment s'appelait le quartier juif de Beyrouth avant. Et donc je découvre petit à petit des articles dans différents journaux, dont avec un homme qui est écrit comme chercheur et historien sur la communauté juive. Donc je me dis pourquoi pas, contactons-le. Donc je lui envoie un mail ou un Facebook, je sais pas, et il me répond que oui, rencontrons-nous. Donc moi j'y vais, puis au début je me suis dit qu'il était juif, puis je tombe sur un mec insensé. Ah ouais, c'est vrai, tant mieux. Parce qu'il y a une sorte de rockstar des années 70, chemise ouverte, pellicule partout, une odeur pas possible, enfin un look pas possible, et qui commence à me raconter, et là je me rends compte qu'en fait c'est un imposteur, et qu'en fait il a quand même réussi à faire croire à plein de journalistes qui étaient vraiment historiens sur le sujet. Donc il me dit, viens chez moi. Alors je vais chez lui, il me montre un pavé, écrit les Juifs du Liban, 500 pages, qui sont encore chez moi d'ailleurs. Et il me dit, je veux devenir aussi riche qu'Amin Marlouf, voilà. Donc je regarde le voilà, et là en fait il listait des choses sur les Juifs de manière totalement obsessionnelle. Il a une obsession, je pense, c'est coucher avec des Juifs. Et donc, pour coucher avec des Juifs, il faut donc raconter l'histoire juive quand t'es libanais. Et donc, voilà, c'est une espèce d'embriquement assez spécial. Et donc il a ce livre qu'il prend et il me dit on va en faire un livre, et moi je me dis je vais en faire une histoire, forcément ça doit être là-dedans, mais je me dis allez, je vais le suivre. Je lui dis tu peux me montrer, et il connaît tout. Donc alors il m'a emmené dans des endroits beaucoup plus glauques. Alors il y a des synagogues à Saïda, dans le sud du Liban. Il reste des synagogues qui parfois sont ou habitées aujourd'hui par des réfugiés syriens, mais il y a eu une succession de gens qui ont vécu là-bas, des réfugiés palestiniens, des Libanais, l'armée israélienne, enfin voilà, une synagogue qui a été réhabitée plusieurs fois. Il y en a des abandonnées, un peu au-dessus de Beyrouth.
Alors Ader, c'est l'Institut français en fait. Ouais. Ader el-Amal, c'est l'Institut français. Au-dessus de Beyrouth, c'est à Hamdoun et à Raleigh, où en fait il y a encore la trace des synagogues. Normalement, on peut pas y pénétrer. Il y a des panneaux qui font qu'on peut pas y pénétrer. Avec lui, c'était génial parce qu'il connaissait tous les chemins, tout. Et il m'emmenait à un cimetière de Saïda. Et j'ai découvert en fait par la suite qu'en fait le chemin qu'il a fait avec moi, ça fait 5 ans qu'il le fait avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a toujours un ahuri comme moi qui va s'intéresser aux Juifs du Liban. Souvent, c'est des Occidentaux qui s'intéressent à ce sujet. Et ils viennent et ils font, on va faire un article sur le sujet. Et donc, en fait, il leur refait faire le même parcours. Exactement ce que je fais. Donc, en fait, il va parfois 2 à 3 fois par semaine dans le cimetière juif de Saïda, complètement dévasté. Il raconte la même histoire. Il raconte comment c'était la semaine dernière et puis il va le recommencer. J'espère qu'il donne pas son livre à tout le monde. Enfin, je pense pas. Je crois que j'ai l'unique exemplaire de son livre. Et donc à travers lui, à travers cette histoire qui est quand même assez sérieuse, pour moi en fait l'idée c'est depuis que je suis petit, il y a le père d'un côté dans le roman, après moi dans ma famille il y a les oncles que Rachid connaît d'ailleurs, dont 2 d'entre eux qui ont soutenu la cause palestinienne au Liban pendant la guerre du Liban. Et donc j'ai cette idée en tête depuis que je suis petit et quand je pense que beaucoup de personnes originaires du Moyen-Orient qui sont nées à l'extérieur de libérer la Palestine, on a gardé ça quand on avait une famille de gauche palestinienne, enfin pro-palestinienne. Et donc j'avais ce truc en moi depuis petit et en fait je me suis rappelé il y a pas longtemps que je m'étais toujours dit un truc, je me suis dit le jour où je vais pouvoir parler à mes copains juifs en France et leur expliquer c'est quoi la situation et qu'ils vont pouvoir m'entendre, peut-être on va pouvoir commencer à discuter et ils vont pouvoir comprendre peut-être c'est quoi aussi le problème palestinien. Et en fait, retourner sur la trace des Juifs au Liban, c'était une manière de se dédouaner d'une histoire que nous, effectivement, au Liban, on ne raconte pas. Il y a beaucoup d'histoires qu'on ne raconte pas, dont l'histoire officielle du Liban à partir de 75. Mais voilà, celle-là, c'est vraiment une histoire méconnue, dont presque personne n'avait traité. Et en la traitant, je me suis dit, voilà enfin une porte pour discuter à l'autre. Et pour le personnage, c'était une porte pour se découvrir lui-même, d'ailleurs. Réponse très longue, pardon. Non, mais... Merci beaucoup. Et en même temps, ça déclenche. Alors, effectivement, on est dans quelque chose qui pourrait être de la provocation, mais en tout cas, on est dans un sens distancié de cette réalité tragique qui, pour un certain nombre de générations, continue à plomber l'imaginaire. Et alors, il y a des moments extraordinairement réjouissants dans ce roman. Par exemple, il imagine le personnage qu'il pourrait séduire et épouser Laïm, la chanteuse du groupe yéménite Hawa. Notre enfant sera français, israélien et libanais, le pauvre, juif par sa mère, chrétien par son père, et je l'espère secrètement athée. Neil, qui est une autre conquête, m'avait dit un jour, votre seule solution pour le Liban est de vous marier entre vous, chrétien avec druze, sunnite avec chiite, et ainsi de suite. Je me permets de reprendre sa solution. Pour résoudre le conflit israélo-arabe, nous devrions nous marier entre nous, baiser dans tous les sens et faire des enfants par milliers. Ils n'auront qu'à se débrouiller et trouver quoi faire de nous après. La paix ne viendra que par l'amour. Alors là, tout d'un coup, le texte, au-delà de ces aspects les plus surprenants, donne par l'intermédiaire d'un plaidoyer pour l'exogamie, dit là, c'est comme ça qu'on peut envisager quelque chose qui pourrait être viable et ne plus rester dans l'étanchéité et l'endogamie finalement. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des questions pendant quelques minutes à poser à nos invités? Si la première question est difficile, on passe tout de suite à la deuxième. Il y a un micro. Tout le monde l'a bien compris. Oui. Moi j'ai une question pour Sabine. J'aimerais bien qu'il nous parle un peu plus de... Parce que je ne comprends pas bien vos origines, votre lieu de naissance, où vous avez grandi, etc., pour comprendre un peu plus le contexte du livre. J'aimerais bien que vous parliez un peu de vous et de vos jeunes années. Je suis né à Paris, de parents d'origine libanaise qui sont venus s'installer en France. En fait, ils sont venus étudier 1 an en France en 75 et la guerre a commencé, ils sont restés ici. Et une autre partie de ma famille, enfin leurs frères, deux frères de ma mère sont restés au Liban et
même le troisième à un moment. Et donc on fait la guerre, mais avec des trous, pour moi, des inconnus. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait. Et du côté de mon père, pareil, il y en a un qui a fait la guerre, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que du côté de ma mère, les deux frères étaient avec les pro-palestiniens. Je suis d'une famille chrétienne. Et du côté de mon père, c'était chez les Kataeb, chez les phalangistes. Je sais qu'il était un peu milicien, un peu... C'est toujours très vague. C'est un sujet de plein de romans, ces inconnus. Dernière chose que je voulais dire, il y a dans les promenades du personnage dans Beyrouth, il y a quelque chose qui se passe. Il y a très peu de textes qui racontent la circulation à pied dans Beyrouth, et pour cause. Dans les textes récents, j'en connais un autre, c'est le texte de Marie Bardet, à la droite du père, et effectivement, il y a un lien sur cette impression-là, très particulière quand on a marché dans les rues de Beyrouth. Voilà. Eh bien, merci à vous, merci à votre générosité et à chacun, merci au public et à très bientôt, je l'espère.